Nous avons le plaisir donc de démarrer cette première session, ce premier webinaire. Alors bien entendu, j'adresse mes sincères remerciements à Bruno Roman pour son appui technique et sa fidélité, et bien entendu également nos remerciements les plus sincères à Lionel Nico qui va intervenir. Donc Lionel Nico est un enseignant-chercheur, il est directeur adjoint de l'IUT d'Aix-Marseille, et il nous fait le plaisir effectivement d'entamer cette série de webinaires et ce lien fort que l'on souhaite établir entre le campus de la relation client et le monde de la recherche. Voilà, donc l'idée, et je serai très bref, l'idée de ce webinaire, vous avez compris, c'était d'essayer de créer de nouvelles dynamiques de partage et de travail collaboratif entre nous, de proposer de nouvelles modalités d'apprentissage et de perfectionnement. C'est surtout également se confronter à des experts et des regards extérieurs. Et vous avez compris que la relation client et la thématique de la relation client et surtout la digitalisation nous laisse une sacrée opportunité, une belle opportunité pour justement échanger sur les avancées de la recherche. C'est pas de la recherche fondamentale et je pense que Lionel nous indiquera effectivement tout ce qu'il a pu mener comme travaux en lien direct avec les entreprises et avec les professionnels. Vous êtes alors d'inscrits 49 personnes. Je vous remercie effectivement d'avoir répondu à cette offre. Majoritairement des enseignants, mais également des directeurs délégués aux formations, des chefs d'établissement et également, et je vous en remercie, des professionnels, donc des trois académies, Académie de Nice, Académie d'Aix-Marseille, mais également nos collègues de l'Académie de Lille, puisque il y a deux campus des métiers des qualifications de la relation client aujourd'hui labellisés, à la fois le campus de Lille, le campus relation client 4.0, et le campus de la relation client dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Écoutez, j'en termine. Je passe la parole directement à Lionel Nico. Et puis on se retrouvera donc à l'issue de son intervention. N'hésitez pas, durant l'intervention, à vous manifester en utilisant le chat et en posant tout simplement des petites questions ou demander des éclaircissements. Merci encore. À toi, Lionel. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapide de l'empowerment du client dans la relation 4.0. Alors rapide parce que Denis m'a dit que si je dépassais une demi-heure, j'allais me prendre des coups. Comme il est dans le même bureau que moi, je vais être prudent. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de travailler sur une thématique de la relation client. Donc là, on a choisi l'empowerment du client parce que c'est mon domaine de spécialité. Il y a pas mal de thématiques différentes. Vous avez un ouvrage qui vient de sortir sur ces thématiques-là qui s'appelle La relation augmentée 4.0 qui traite de la relation client aujourd'hui. Donc, par rapport à l'empowerment du client dans la relation 4.0, l'idée est assez simple, hein. Je pense que vous êtes tous allés faire vos courses récemment. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on en demande de plus en plus aux clients. Vous allez aller scanner vos produits, vous allez passer en caisse automatique, vous allez déclarer vous-même vos impôts sur Internet, etc. Et tout ça, en fait, ça reflète un point simple, c'est que le client devient de plus en plus important et pèse de plus en plus dans la relation client. Donc l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer que ce rôle du client, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps en marketing, mais que via la digitalisation, eh bien, ce rôle a tendance à s'accentuer, se développer et même de nouveaux rôles semblent apparaître pour le client. Donc pour commencer, juste un petit historique rapide, hein. Le client, c'est un acteur historique de la relation client. Donc, dans les années 60, 70, en fait, la discipline du marketing était plutôt axée autour du marketing produit. Et dans cette dynamique-là, en fait, le client était perçu comme un bénéficiaire de la prestation, un bénéficiaire du produit, hein. Vous achetiez votre bouteille de Coca-Cola, vous en étiez le bénéficiaire. Et le fait d'être bénéficiaire, ça se traduisait par trois rôles différents. Un premier rôle, vous étiez un consommateur, donc vous jouissiez de votre bouteille de Coca-Cola, vous bénéficiez d'une expérience en consommant votre Coca-Cola. Vous pouviez être l'acheteur, vous achetiez la bouteille de Coca-Cola pas pour vous mais pour vos enfants, donc ça c'était un autre rôle, mais toujours dans la catégorie du bénéficiaire, je bénéficie du produit. Et troisième point, vous pouviez être un prescripteur, vous n'achetiez pas, vous ne consommiez pas, mais vous disiez Coca-Cola c'est génial pour pousser les autres à acheter.
Donc ça, c'est les rôles un petit peu du client et qu'on avait identifié dans une logique produit et dans la relation client qui était liée au produit. À partir des années 80, en marketing, se développe un nouveau champ qui est le champ du marketing des services. Et à partir de ce champ-là, on est en train de considérer, on considère le client d'une façon différente. On le considère comme un producteur du service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous êtes des enseignants. Si face à vous, vous avez des étudiants qui sont des usagers de la prestation de service, hein, je ne les qualifierai pas de clients, si ces étudiants se comportent d'une façon ou d'une autre, ben, le résultat de votre cours il sera totalement différent. Si vous avez des étudiants amorphes parce qu'ils ont fait la fête la veille, ou si vous avez des étudiants concentrés, dynamiques et intéressés par votre cours, ben, le résultat du cours et le résultat de l'apprentissage sera totalement différent. Donc par rapport à ça, le client a un rôle de producteur du service. Donc la question qui se pose déjà, c'est comment est-ce qu'on définit ce rôle de producteur? Et pourquoi c'est important de définir ce rôle de producteur? Parce que c'est ce rôle de producteur qui va être accentué avec la digitalisation. Donc pour appréhender ce rôle de producteur, en fait, en marketing des services, on a deux façons de qualifier la production du client. Soit on la qualifie par son intensité. Le client fait peu de choses, il fait beaucoup de choses. Quand vous allez au hammam, par exemple, vous faites peu de choses. Votre job de client, c'est de rentrer dans la pièce et puis juste de bénéficier du hammam. Quand vous allez chez Ikea et que vous avez tout un parcours client à faire, à savoir à quoi correspond une étiquette jaune, une étiquette rouge, à récupérer vos produits en hauteur, etc., bien là, vous avez une intensité de participation qui est beaucoup plus forte. Et cette intensité, en fait, on peut la qualifier de trois façons, hein. En tant qu'enseignant en marketing, pour la plupart d'entre vous, ça ne vous étonnera pas. D'abord de façon cognitive, est-ce que le client participe beaucoup intellectuellement ou faiblement? Donc par exemple dans un cours, on peut être très concentré et beaucoup réfléchir aux questions qu'on vous pose ou juste écouter ce qui se dit et ne rien retenir. On peut l'appréhender de façon affective, une forte participation affective, vous avez beaucoup de services qui se basent là-dessus. Par exemple, si vous allez à Disneyland Paris et que vous allez faire une attraction comme la Tour de la Terreur, là l'idée c'est une participation affective, on recherche des émotions et un engagement émotionnel du consommateur. Et ensuite, on peut avoir une participation qui soit plus ou moins forte d'un point de vue physique. Est-ce que j'ai beaucoup d'efforts physiques à faire ou peu d'efforts physiques à faire? Par exemple, quand vous allez faire vos courses, récupérer les produits dans le magasin, eh bien, c'est une participation physique. Quand vous êtes en bonne santé, ça ne fait rien. Mais maintenant, avec le développement et le vieillissement de la population, eh bien, c'est des vrais enjeux pour les retailers de savoir comment est-ce qu'on va gérer les personnes âgées dans le magasin et leur participation physique. À côté de l'intensité, il y a une deuxième façon de décrire le rôle du client et son rôle de production. Cette deuxième façon, c'est par le contenu. Dans le contenu, en fait, on distingue deux rôles. Je ne vais pas forcément beaucoup insister là-dessus parce que je le développerai plus tard avec la digitalisation. Le premier rôle, c'est l'intra-rôle. C'est ce que vous devez obligatoirement faire pour que le service soit coproduit, qu'il soit créé. Si vous ne faites pas ces tâches-là, il n'y a pas de service. Si l'étudiant ne vient pas en cours, il n'y a pas de service pour lui. Si vous n'allez pas chez le coiffeur, votre coupe de cheveux ne sera jamais créée. Et donc, par exemple, à l'heure de la digitalisation, vous avez des entreprises comme Air France qui designent tout un parcours client par rapport à cet intra-rôle et les tâches que doivent réaliser le client. Donc là, vous avez juste un exemple, hein, je ne vais pas passer longtemps dessus, vous l'aurez dans le PowerPoint. D'abord rechercher et prendre de l'information par rapport à mon billet, ensuite réserver, puis préparer mon voyage, puis aller à l'aéroport, puis participer au vol, puis récupérer mes bagages. Si je ne fais pas toutes ces actions-là, il n'y a pas de service. Donc ça fait partie de l'intra-rôle du consommateur, le rôle de base qu'il doit jouer pour que le service soit créé. Au-delà de cet intra-rôle, le client peut prendre plusieurs rôles différents, qu'on appelle des extra-rôles. Il n'est pas obligé de les jouer, mais s'il les joue, c'est un bonus pour la marque. Donc vous avez promouvoir la marque, par exemple laisser des avis sur TripAdvisor. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, ça fait de la valeur pour le consommateur, pour la marque. Aider les autres clients. Vous voyez une personne âgée qui n'arrive pas à attraper son pack de bouteilles en magasin. Si vous le prenez à sa place, ben, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Coopérer avec le personnel. Vous voyez qu'il y a une étiquette qui manque dans un magasin. Vous allez le dire au personnel. C'est une façon de collaborer avec l'entreprise. Améliorer la qualité. Vous remplissez un questionnaire satisfaction. Là encore, c'est de la participation client. Et c'est le client qui participe à la relation d'une façon différente. Donc l'extra-rôle, vous n'êtes pas obligé de le réaliser pour que le service soit créé, mais si vous le faites, ça crée de la valeur pour la marque. Donc ça, on le connaît bien, nous, en marketing, et ça existe depuis des années en marketing des services.
Ça existe depuis des années tout simplement parce que ça permet de créer de la valeur à la fois pour l'entreprise et pour le client. Pour l'entreprise, ça permet de créer une valeur d'abord en termes de réduction des coûts. C'est le principe, par exemple, de la grande distribution. L'image que vous avez dessous, c'est le magasin Piggly Wiggly qui, en 1916, a été le premier magasin à adopter le libre service. Et l'idée est simple. Je fais travailler le client. Et comme je fais travailler le client, ben, je réduis ma masse salariale et mes employés. Et je transfère en fait une partie des tâches au client. Le client en contrepartie, vous le connaissez bien avec le modèle IKEA, eh bien, quand on fait ça, ça permet de réduire les coûts. Et comme je réduis les coûts, je réduis une partie des prix. Vous montez vous-même vos meubles, vous transportez vous-même vos meubles, mais IKEA a les prix les moins chers du marché. À côté de ça, le fait de faire participer le client, ça permet de le fidéliser. Quand on connaît un processus de service, ben, on n'a pas envie d'en changer. Regardez simplement quand vous devez changer de magasin, vous devez réapprendre l'intégralité de votre processus de service et généralement ça vous énerve. Donc vous restez fidèle non pas parce que vous aimez la marque, mais tout simplement parce que ça vous énerve de réapprendre un processus de service. À côté de ça, le fait de faire participer le client, ça peut générer aussi de la satisfaction client et on le voit de plus en plus avec ce qu'on appelle la génération do it yourself, c'est le fait que le client veuille de plus en plus faire les choses par lui-même. Donc, par rapport à ça, qu'a changé la digitalisation? En fait, la digitalisation, elle amène deux choses. D'abord, elle amène de nouvelles opportunités techniques qui vont permettre de nouvelles formes de participation du client. Tant que les guichets automatiques n'ont pas existé, on ne pouvait pas retirer de l'argent en fait au niveau de bornes dans des banques, il fallait aller au guichet. Quand la technologie est arrivée, eh bien, ça a permis de déléguer des tâches aux clients. L'arrivée par exemple du téléphone portable et bientôt des robots feront que vous serez de plus en plus en interaction avec des machines et de moins en moins avec des employés. Et donc, le fait que vous ayez votre téléphone portable, maintenant, vous permet de scanner directement les produits en magasin, réserver vos billets d'avion par votre téléphone portable, ce qui n'était pas possible avant, il fallait que vous alliez au guichet. Le deuxième point qui est important et qui change complètement la donne, c'est un changement de modèle économique massif avec la servitisation de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire la servitisation de l'économie? Ça veut dire que de plus en plus, on va substituer des services à des produits. Vous le voyez très simplement quand vous allez dans vos rayons d'hypermarché ou de supermarché, ou avec la disparition de certaines enseignes comme Virgin. Aujourd'hui, on n'achète plus des DVD, on va s'abonner à des plateformes de streaming. Et donc là, on substitue du service à du produit. Et comme la participation du client et le travail du client, eh bien, sont de plus en plus importants sont de plus en plus importants en service, c'est logique, avec une servitisation du client, on assiste à une croissance du rôle du client. Comment cela a une influence? Donc, ça a d'abord une influence parce que ça a permis d'enrichir les intra-rôles, c'est-à-dire les rôles obligatoires du client, par l'utilisation justement des technologies. Donc, je prendrai les questions tout à l'heure à la fin. D'abord, on a une autonomie de plus en plus importante sur les tâches basiques dans les services utilitaires. Les services utilitaires, c'est les services que vous ne faites pas pour vous faire plaisir, mais que vous êtes obligé de faire. Aller faire les courses, par exemple, c'est utilitaire. Aller à la banque, c'est utilitaire. Donc, le développement de technologies comme les caisses automatiques, comme les sites internet, comme les robots dans les aéroports. Le dernier exemple que vous avez, c'est un robot dans l'aéroport d'Osaka qui vous guide de correspondance en correspondance, font qu'on a tendance à déléguer de plus en plus de tâches aux clients. On verra tout à l'heure pourquoi le client accepte de les faire. Et donc, le client devient de plus en plus important dans la relation client. Du côté des services hédoniques, c'est les services qu'on utilise pour se faire plaisir et pour vivre une expérience. L'utilisation des nouvelles technologies permet en fait d'améliorer l'expérience client. Donc par exemple ici vous avez des tables connectées dans l'Historium de Bruges où on voit l'histoire de Bruges et puis on peut toucher, manipuler et donc la technologie permet d'améliorer ça. Vous avez aussi la réalité virtuelle. Là vous avez un exemple d'un jeu qui a fait fureur il y a quelques années qui est Pokémon Go où on demande aux clients d'être de plus en plus actifs dans la relation client, de participer, de parcourir des kilomètres, etc. Et vous avez le même qui vient de sortir sur Harry Potter et qui est en train de battre des records. Troisième exemple, dans les musées, l'utilisation des nouvelles technologies permet d'améliorer, là encore, l'expérience client en recréant en fait la situation comme elle pouvait être plusieurs années auparavant ou en améliorant l'information donnée sur les produits.
Donc cet enrichissement des intrarôles a pour conséquence deux choses. La première, c'est qu'on a une montée en compétence des clients qui deviennent de plus en plus experts. Donc ils deviennent tellement experts que certains d'entre eux deviennent plus experts que les vendeurs. Donc ça pose un vrai souci dans la relation client parce qu'avant, le vendeur, en fait, il était plus puissant dans la relation que le client parce qu'il avait plus d'informations que lui. Et cette asymétrie d'informations, elle a tendance à disparaître. Donc il y a un vrai enjeu là pour savoir comment les vendeurs vont gérer cette nouvelle donne et comment ils vont faire pour s'adapter à ces clients qui sont de plus en plus experts. Et c'est pour ça qu'on voit certains vendeurs aujourd'hui équipés de plus en plus de tablettes sur lesquelles ils peuvent aller chercher l'information directement. La deuxième conséquence, c'est qu'on assiste à de nouvelles formes d'intermédiation, c'est-à-dire que le client, l'entreprise n'est plus au milieu directement. On est dans un C2C avec une plateforme qui gère le lien entre. C'est l'exemple de Airbnb, par exemple, où les clients échangent entre eux à l'aide d'une organisation au milieu qui est Airbnb, mais le système classique d'hôtel a tendance à être concurrencé par ce système-là, où le client est de plus en plus actif. Donc, cette intensification des intrarôles est aussi accompagnée d'une intensification des extrarôles qui deviennent la norme. Tout à l'heure, dans les extrarôles, on a vu générer du bouche à oreille positif pour l'entreprise. Ben, ça devient de plus en plus important. Ça devient massif, ça devient un vrai business, ce rôle-là, et cette montée en compétence du client dans la relation client. Si on regarde des sites comme TripAdvisor, leur business, c'est cette massification de la vie du bouche à oreille client. À côté de ça, non seulement on veut de plus en plus d'avis de clients positifs, mais on veut aussi que parmi nos clients, on ait des clients qui deviennent des apôtres de la marque. Donc, et on les laisse gérer en fait la relation client à notre place. C'est le cas de Microsoft. Quand vous allez sur les forums Microsoft, vous avez des personnes parfois qui répondent à vos questions avec un statut MVP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas des employés de Microsoft, mais ce sont des clients qui se sont vus attribuer un rôle spécifique et qui deviennent des conseillers et qui vont répondre à des questions à d'autres clients parce qu'ils sont considérés comme experts par Microsoft et reconnus comme tels. Ensuite, dans l'intensification des extra-rôles, l'entraide entre clients qu'on a vu tout à l'heure a tendance à exploser. Elle a tendance à exploser parce que les clients deviennent de plus en plus experts, comme on a dit tout à l'heure, et l'entreprise délègue complètement ce rôle-là aux clients. Par exemple, dans les jeux vidéo aujourd'hui, on n'a plus de manuels qui sont fournis avec les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que ce sont les clients qui créent leurs propres manuels. Ce sont les joueurs qui, sur Internet, mettent en place des communautés qui vont communiquer sur comment est-ce qu'on peut au mieux utiliser le jeu vidéo. Alors évidemment, ça a une limite, hein, quand on voit sur Doctissimo, par exemple, où les clients s'improvisent médecins et s'attribuent une expertise et où on retrouve tout et n'importe quoi. Et donc ça, c'est un vrai souci à gérer dans la relation client aujourd'hui. Comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce qu'on gère les clients qui sont experts et vraiment experts et les clients qui se décrètent experts sans l'être. Ensuite, on assiste à de plus en plus de collaboration avec les employés et les entreprises. Vous avez des plateformes de certaines entreprises qui sont mises en place pour favoriser la co-innovation avec les clients. C'est-à-dire que là, vous avez un exemple de The Unilever Foundry. L'idée, c'est la suivante. Unilever propose des concepts et propose aux clients de participer à la création de nouveaux concepts de l'entreprise pour lancer de nouveaux produits. Et donc, le client fait partie prenante du processus de création. Enfin, vous avez une massification de l'amélioration de la qualité qu'on a vu tout à l'heure. De par l'outil informatique, on vous demande de plus en plus à tous de partager vos informations, notamment sur ordinateur, sur téléphone. C'est l'image que je vous ai mise avec le téléphone à droite. Vous partagez vos données pour améliorer les logiciels. Et on vous demande à tous de plus en plus participer sur vos avis clients. Maintenant, quand vous allez faire vos courses et que vous sortez, en borne de sortie, souvent, vous avez un petit questionnaire satisfaction, tout simplement avec 4 smileys sur lesquels il faut cliquer. Donc ce rôle-là du client, ce rôle de je donne mon avis, devient de plus en plus important. Et enfin, on voit apparaître de nouveaux rôles. Le premier nouveau rôle qu'on voit apparaître, c'est le rôle de financeur de l'activité économique. C'est-à-dire qu'avant, le client, il était juste là pour consommer le produit ou le service in fine, une fois qu'il était créé. Maintenant, je viens de vous dire qu'il était là pour aider à l'innovation. Il est là aussi pour financer l'innovation avec le crowdfunding.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend des chanteurs comme Grégoire, que vous connaissez tous, eh bien, il a pu lancer son single parce qu'il y a eu une activité derrière de crowdfunding et qu'il y a des particuliers qui ont mis de l'argent pour que sa musique soit enregistrée et diffusée. Et il y a de plus en plus de projets économiques qui sont financés de cette façon. Donc ça, c'est nouveau. Le client, dans la relation client, il devient aussi financeur de l'activité économique. Donc il est au début de votre relation. Ensuite, il va consommer le produit et puis après, peut-être qu'il va le recommander. Donc, comment est-ce qu'on fait pour manager les clients dans ce cadre-là? Eh bien, on tire les leçons du marketing des services et on essaye de manager les clients comme des employés partiels. On appelle ça comme ça en marketing des services. Ça veut dire deux choses. Un, il faut les motiver. Deux, il faut les former. Donc pour les motiver, je vous ai fait un graphique que je vais commenter très rapidement, mais que vous pourrez réutiliser si vous en avez besoin. En gros, l'idée est la suivante, hein. Pour motiver un client, il faut d'abord qu'il voit un bénéfice à accomplir son rôle de client. Donc ce bénéfice, ça peut être un gain de temps comme vous l'avez sur les scanettes, ça peut être contrôle indépendance, vous passez votre commande quand vous voulez, ça peut être des économies comme dans le cas d'IKEA, ça peut être de la disponibilité produit, ce produit je le trouve que en ligne, donc je fais l'effort d'aller créer un compte, me loguer, etc. Ou ça peut être s'amuser, on avait fait une enquête quand les scanettes ont été développées en grande surface. Le deuxième élément qui venait dans l'utilisation des scanettes, c'était je joue à faire la caissière. Ces bénéfices clients sont comparés en fait à des coûts clients, à savoir est-ce que c'est pas trop douloureux physiquement, intellectuellement et émotionnellement de participer. Donc la participation, vous le savez tous, effectivement, par exemple, quand vous êtes dans une salle de cours, vous avez des étudiants qui ne veulent pas participer, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être ridicules, ils ont peur de se tromper, etc. Quand vous avez des personnes âgées qui doivent utiliser des caisses automatiques, c'est le même principe. Donc tous ces efforts-là, évidemment, ils sont comparés en fait aux bénéfices clients. Évidemment, cette comparaison entre bénéfice-coût dépend du profil du client. Si j'ai l'habitude d'utiliser Internet, il n'y aura aucun souci pour que j'aille sur de nouvelles technologies. Si dans ma personnalité, je suis quelqu'un de plutôt actif, il n'y a aucun souci pour que je participe plus et je sois plus proactif. Si chaque fois que j'ai utilisé une scanette, ça s'est mal passé, ben peut-être que je ne l'utiliserai plus tard. Ils dépendent aussi des caractéristiques du service et du produit. Quand vous allez dans un hôtel 4 étoiles, par exemple, ce que vous recherchez, ce n'est pas forcément de participer, c'est peut-être plus de vous faire coucouner. Ça dépend de la fiabilité du service aussi. Par exemple, chez Ikea, ils ont fait des caisses automatiques, mais la ligne de caisse est en ligne droite. Donc quand on va faire la queue, on a l'impression toujours qu'il y a énormément de monde, mais ce monde débite plus vite parce qu'il y a 7-8 caisses en parallèle. Sauf que le client, quand il voit qu'il y a 10 personnes qui attendent, même si ça débite plus vite, eh bien, il va estimer que le service n'est pas fiable et il va préférer aller à des classes classiques, quitte à attendre plus. Donc, ils vont comparer les clients, les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, les coûts en fonction de leur profil, les profils du service, et en fonction de ça, ils vont choisir de plus ou moins participer et de plus ou moins jouer leur rôle dans la relation client. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous voulez pousser votre client à être plus actif, il faut mettre en avant des bénéfices qui soient très clairs pour lui et limiter au maximum les coûts. Ça paraît assez simple comme ça quand on le dit et assez évident, mais dans les faits, c'est assez compliqué parce que quand on veut mettre ça en place, par exemple, limiter les efforts cognitifs, je fais en sorte que ma plateforme soit la plus simple possible d'utilisation. Ça suppose que toute l'organisation derrière est structurée en fonction de la plateforme. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. Je pense que vous le savez tous quand vous êtes dans des grosses structures comme l'éducation nationale, EDF ou encore l'enseignement supérieur. Ensuite, manager l'expertise des clients. Une fois qu'ils sont motivés, il faut manager leur expertise. Manager leur expertise, ça veut dire qu'on a des clients qui ne savent pas ce qu'il faut faire dans la relation. Ils débutent, ils arrivent. Ben, ces clients-là, il faut les former, il faut leur expliquer quel est leur rôle de client dans cette relation. Donc, si vous allez chez Leroy Merlin aujourd'hui, à l'entrée de Leroy Merlin, vous avez des gens qu'on appelle des welcomers qui sont là pour vous expliquer ce que vous devez faire en fonction de ce que vous recherchez. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Si vous allez chez Disneyland Paris et que vous résidez dans les hôtels, vous avez une chaîne du groupe Disneyland Paris qui est dédiée à vous expliquer comment participer dans le parc et quel va être votre rôle de client, ce que vous devez faire, ce qui est un fast-pass, etc. à la télévision. Donc quand le client rentre le soir dans sa chambre d'hôtel, il peut regarder cette chaîne pour optimiser en fait son rôle le lendemain. Et ensuite, il faut adapter les processus au profil client. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des clients qui ne sont pas capables de jouer leur rôle de client dans la relation.
parce que physiquement, ils ne peuvent pas, intellectuellement, ils ne peuvent pas, ils sont empêchés. Donc ça, on s'aperçoit que se développe de plus en plus. On a entendu parler récemment avec les Gilets jaunes, où on parlait de désert administratif notamment, où vous aviez les personnes âgées qui n'avaient pas accès à un ordinateur et qui ne pouvaient pas, par exemple, déclarer leurs impôts sur le revenu. Et donc là, il a fallu mettre en place des systèmes particuliers pour eux. Et avec le vieillissement de la population, cette problématique, elle va devenir de plus en plus forte. Et donc, vous avez des organismes qui développent, par exemple, des caddies connectés qui vous suivent dans le magasin et qui vont vous aider à faire vos courses pour les personnes âgées. Donc, le rôle du client devient de plus en plus important, mais il faut l'accompagner par rapport à ça, en le formant et puis en s'adaptant au profil du client pour ne pas l'exclure. Et ensuite, manager l'expertise des clients. Vous avez, à côté de ces clients néophytes, des clients qui maîtrisent même mieux votre produit que vous. Comment est-ce qu'on joue sur ces clients-là? Comment est-ce qu'on arrive à les valoriser? Eh bien, il y a plein de façons de les valoriser. Je vous citerai qu'un exemple ce soir, un exemple qui est lié aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, vous avez une entreprise qui s'appelle Blizzard, qui est le leader mondial des jeux vidéo, qui a formé une grosse communauté autour de ces différents jeux et qui en fait propose aux clients qu'il estime experts de réaliser la communication à leur place. Donc, je vous donne un exemple ici. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Hearthstone. Et vous voyez ici, c'est qui va dévoiler les nouvelles cartes. Et en fait, ici, vous avez Blizzard. Blizzard qui est ici. Et Blizzard, c'est l'entreprise. Tout le reste, c'est réalisé en fait par, là vous avez Blizzard, mais Tish, Ganobu, Inven, etc. Ce sont des clients qui sont reconnus comme experts par Blizzard et c'est eux qui vont faire en avant-première les révélations sur le jeu. Et donc, ils valorisent leurs clients experts comme ça. Il y a plein de façons de valoriser les clients experts, c'est juste un exemple. Donc, le problème, c'est qu'avec cette montée en puissance dans la relation client des clients, justement, cette montée en puissance, on a un souci avec le personnel en contact. Pourquoi? Parce que on constate que comme on donne de plus en plus de tâches aux clients, il y a de moins en moins de tâches pour le personnel. Récemment, on a eu des grèves dans la grande distribution où la plupart des hôtesses de caisse se sentent menacées en fait par la disparition de leur métier avec les caisses automatiques et bientôt des systèmes à l'Amazon Go où vous passerez en caisse sans vous en rendre compte parce que vous passerez entre deux bornes et l'intégralité de votre caddie sera scannée. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va gérer ça et qu'est-ce qui va se passer? Donc l'idée la plus simple, c'est de repartir de vos parcours clients et de vous demander dans vos parcours clients, pour les entreprises, qu'est-ce qui crée de la valeur? Et où est-ce que l'employé a un vrai rôle et l'employé crée de la valeur? Si vous devez retirer de l'argent, je prends l'exemple d'une banque, est-ce que le personnel a une vraie valeur ajoutée à vous donner l'argent au guichet? Dans 90% des cas, non. Et dans ces cas-là, un automate, eh bien, ce sera suffisant et le développement des ATM était suffisant par rapport à ça. Est-ce que pour un virement, un personnel a une vraie valeur ajoutée? Vous pouvez le faire aujourd'hui par votre téléphone portable. Ce n'est pas une opération à haut risque. A priori, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes à découvert, vous êtes dans une situation compliquée, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous avez besoin de faire un emprunt. Est-ce qu'une machine va pouvoir gérer ça? A priori, ça va être compliqué. On a de l'émotion à gérer, on a une complexité, il faut prendre en compte une situation individuelle. Et là, l'employé a une vraie valeur ajoutée. Donc en fait, ce qui va se passer avec ce développement de la relation client, c'est qu'on va donner de plus en plus de rôles aux clients, mais de rôles basiques qui étaient donnés avant au personnel en contact. Et ce que ça va induire une montée en compétences des employés qui vont voir leur travail redéfini de façon différente et qui vont devoir gérer des situations de plus en plus complexes. Nous, on voit par exemple clairement à l'université, avec les logiciels de dématérialisation, on se pose la question d'une partie du travail des secrétariats. Et parallèlement à ça, on a des étudiants qu'il faut de plus en plus accompagner et on se dit que ça serait intéressant d'avoir une montée en compétences du personnel administratif par rapport à ces problématiques. Donc, je vous avais mis un exemple sur la SNCF. En situation perturbée, ça a un sens d'avoir du personnel. Quand tout va bien, maintenant, on a des bornes automatiques pour scanner et s'enregistrer. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide. Je suis désolé si j'ai été trop rapide. J'avais promis à Denis de tenir moins de 30 minutes. C'est bon, je suis à 26, je n'aurai pas de coup de bâton. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre.
Mohamed, est-ce que c'est vraiment le client qui souhaite faire soi-même ou plutôt l'entreprise? Alors, ça c'est une vraie question et c'est une très bonne question. En fait, dès qu'on est en service, tu n'as pas le choix, le client est obligé de participer. C'est-à-dire que tu as forcément un rôle. Ce rôle est plus ou moins important. Et en fait, les clients vont choisir l'entreprise et le type de système auquel ils vont participer en fonction du bénéfice qu'ils vont en retirer. C'est très simple ce que je vais dire. Si tu as les moyens, tu vas aller acheter tes meubles chez Roche-Beaubois. Si tu n'as pas les moyens, ben, tu acceptes de plus travailler et tu vas aller chez Ikea. Donc en fait, à partir du moment où on choisit une entreprise, notamment en service, on choisit un système de coproduction. On appelle ça, nous, comme ça en marketing, la coproduction, c'est-à-dire un système dans lequel on va travailler. En fonction du système qu'on choisit, en fonction des prix, eh bien, on accepte d'être plus ou moins participatif. Et après, il y a des systèmes dans lesquels, je pense à l'aviation et aux compagnies aériennes, on n'a pas le choix. Il y a un degré de participation qui est demandé par rapport à des aspects légaux, passer les contrôles de sécurité, etc. Euh, on est surtout, je prends dans l'ordre, hein, on est surtout sur des opérations à faible valeur pour les banques. Oui, tu as raison, quand on est sur du retrait, mais quand on est sur des situations de découvert, quand on est sur, c'est un jeune qui la première fois signe son contrat et entre pour la première fois dans une banque et a sa première carte bleue, là on n'est plus sur des opérations à forte valeur, on est sur des opérations qui relationnellement sont importantes et comme elles engendrent une intensité relationnelle, il vaut mieux que ce soit du personnel qui les traite. Donc ça dépend de l'opération dont on parle dans la banque. Et c'est pour ça que je vous disais, la première chose à faire, et c'est ce qu'on fait nous en marketing avec des systèmes qu'on appelle des blueprints, c'est poser à plat tout le processus et tout le parcours client et regarder dans tout ce parcours client quels sont les moments qu'on va identifier comme magiques, tragiques, c'est-à-dire les moments qui sont waouh pour le consommateur, et les moments qui sont plutôt des moments tragiques, c'est-à-dire où il est en difficulté. Donc là, ça vaut le coup d'avoir un employé. Par contre, les moments qui sont basiques, là je suis d'accord avec toi, eh bien, c'est des opérations qui peuvent être gérées avec une partie plus importante de participation du client et de technologie. Euh, Après, il y a Denis. Client acteur, mais jusqu'à quel point existe-t-il un point de rupture? Des exemples. Alors oui, bien sûr, il y a des points de rupture. Les points de rupture, on ne les voit pas dans les process classiques, au jour le jour, on le voit dans les situations de crise. Donc les situations de crise, par exemple, c'est quand vous êtes à l'aéroport, que vous avez vos enfants, qu'on vous dit que votre vol est annulé et que vous êtes à New York, par exemple, et vous ne savez pas comment gérer, et le personnel en contact vous dit débrouillez-vous. Et donc là, on arrive à des situations où on a des burn-out du consommateur, on cherche, et des points où le client n'arrive plus à participer, ce qui pose des problèmes de rupture. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné dans le domaine aérien, mais il y a des exemples aussi dans les services publics, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Les personnes âgées avaient la déclaration en ligne. On s'est rendu compte que les usagers ne pouvaient pas aller jusque-là, au moins pour une partie. Et donc, on a essayé de mettre en place d'autres systèmes avec des véhicules, notamment dans le nord de la France, qui parcourent, c'est en Picardie, qui parcourent la campagne pour aller voir les personnes âgées, les aider à faire leur déclaration. Donc il y a des points de rupture quand le client ne peut plus participer et qu'il n'a pas d'alternative en fait. C'est les deux cas. Alors il ne peut plus participer parce qu'il n'a pas les capacités ou parce qu'il est arrivé à bout de ses capacités. Peut-on vraiment comparer un jeu comme Pokémon Go, euh, des services qui apportent une vraie valeur ajoutée pour le client et ceux où le vendeur délègue une partie de sa charge au client? Bon, je ne suis pas sûr de comprendre intégralement la question. Donc les comparer entre eux. Alors, déjà, Pokémon Go et qui apporte une vraie valeur ajoutée au client, ça c'est votre point de vue. Parce que s'il y a des joueurs qui jouent à Pokémon Go, c'est qu'a priori pour eux ça a une vraie valeur ajoutée. Donc cette vraie valeur ajoutée, elle est retirée dans le plaisir qu'ils en ont, etc. Donc là on est plutôt sur de l'hédonique. Ce que vous dites sur la vraie valeur ajoutée, vous c'est plutôt les services utilitaires, c'est la techno qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et ceux où le vendeur délègue une partie de sa charge au client, ben, par définition, si on va beaucoup plus vite en caisse grâce aux scanettes ou aux caisses automatiques, etc., c'est une façon
de déléguer les tâches jusque-là du vendeur au client final. Donc là-dessus, sur la question, je ne suis pas sûr de bien la comprendre, donc j'aimerais pas trop répondre à côté. Quid de l'expérience client en B2B? L'expérience client en B2B, elle subit le même effet, mais j'allais dire de façon moins violente. Pourquoi? Parce qu'en B2B, sur l'expertise du client, on a déjà affaire à des clients experts en face de nous. Ces clients, ils maîtrisent déjà leur domaine. Et comme ils maîtrisent déjà leur domaine, on a l'effet d'asymétrie d'information dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est beaucoup plus faible. Par contre, la digitalisation conduit à une automatisation des processus en fait entre les entreprises et à une intégration des systèmes d'information. Donc ça, on le constate de plus en plus sur les logiciels de commande notamment, où les commandes sont générées automatiquement auprès des fournisseurs. Donc ça, c'est un point de changement important. Et la digitalisation de l'économie, elle va plutôt servir à fluidifier les relations plutôt qu'à déléguer des tâches. Parce que tout ce que je vous ai dit sur la co-innovation, etc., ça existe depuis des années en B2B. Par exemple, la création de la Twingo, elle reposait là-dessus. Peux-tu revenir sur la notion d'employé partiel de l'entreprise? Oui, je peux revenir dessus. C'est une notion qui est vieille en fait en market des services, qui date de 83, Mills Morris. Donc l'idée est la suivante, hein, je vous conseille d'aller voir ce qu'on appelle la servuction, qui est un concept qui a été développé par Aiguilier et Langeard en 87, qui est de dire quand on est sur un service, tout le monde a un double rôle. Et le service est produit en même temps qu'il est distribué et qu'il est consommé. Je vous prends un exemple tout basique, c'est celui de la coiffeuse. Donc, la coupe de cheveux, elle est créée en même temps qu'elle est distribuée, en même temps qu'elle est consommée. Dans un premier temps, on ne produit pas, puis on prend la coupe, on la met sur la tête de la personne et on dit qu'elle est consommée. Ça s'appelle une perruque. Okay. Donc, quand on est en service, tout se passe en même temps. Et comme tout se passe en même temps, on a trois éléments qui participent à la production du service. Le premier élément, c'est l'employé, qui va avoir un rôle relationnel parce qu'il est en contact avec le client, et qui va aussi avoir un rôle technique parce qu'il réalise la coupe. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le support physique, c'est-à-dire que pour créer un service, il me faut du matériel. Il me faut une paire de ciseaux, une tondeuse, un salon de coiffure, etc. Et le troisième élément qu'il me faut pour produire un service, c'est le client. Et le client, il a un double rôle. Son premier rôle, c'est d'être le bénéficiaire de l'expérience de service. Il se fait couper les cheveux. Okay. Et le deuxième rôle, c'est qu'il fait partie de la production du service. Là, quand tu es chez le coiffeur, ta production de service, c'est de donner des informations pour avoir une coupe à la fin qui te correspond. Quand tu es, par exemple, chez Ikea, ton job de client, ton job d'employé partiel, c'est faire tout le parcours client, bien regarder les étiquettes, retirer les produits, les ramener chez toi et ensuite les monter. Donc la notion d'employé partiel, c'est quelles sont les tâches qui te sont déléguées pour que le service puisse être produit à la fin. Donc l'ouvrage de référence, c'est La Servuction, Aiguilier-Langeard en 87. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais je ne peux pas descendre. Non. Concernant la rémunération du client, gratification, indemnité, existe-t-il une réglementation là-dessus? Il n'y a aucune réglementation là-dessus. En fait, la gratification, l'idée de la rémunération du client, c'est que ça vient avec le bénéfice qui lui est procuré. Donc, pourquoi est-ce que tu vas, par exemple, commander toi-même ton billet d'avion sur Internet, enfin sur ton téléphone portable, plutôt que d'aller à un guichet? Eh bien, c'est parce que tu estimes que tu gagnes du temps par rapport à ça et tu n'as pas à faire des efforts pour te rendre sur le lieu. Quand je parlais tout à l'heure des clients experts, leur gratification, c'est la reconnaissance qu'ils ont de l'entreprise et aussi une gratification sous forme d'informations qu'ils reçoivent en prime time, etc. Donc en fait, le client, suivant le rôle qu'il accomplit, a une gratification en fonction du bénéfice. Il y a quelques cas où on paye les consommateurs, c'est plutôt sur le suivi de la qualité quand ils participent par exemple à des études qualitatives. Là, ils sont rémunérés. Alors la co-innovation, est-ce que je peux donner? C'est sûr que c'est plus pratique, effectivement. Il y a un très bon livre là-dessus, ça s'appelle La mise au travail du client de Dujarrier sur le fait qu'on demande au client de réaliser de plus en plus de tâches. En même temps,
Ce qui est paradoxal, c'est que le client accepte de plus en plus et sans rien demander en retour. Donc c'est un peu paradoxal. Sur la co-innovation, oui, je peux donner quelques exemples. Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, hein, mais la co-innovation, vous avez des plateformes maintenant qui sont développées sur Internet où, en gros, on va demander aux clients de participer à la création d'un nouveau produit. Alors, vous l'avez tous parfois vu, c'est Danette qui faisait pas mal ça sur les goûts de ces yaourts, où on vous demandait ben, quel était votre goût préféré. Ils lançaient trois, quatre produits et après, ils n'en gardaient qu'un seul. Donc ça, c'était juste une forme de sélection dans la gamme. Là, ils vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils demandent sur les forums, par exemple, aux clients, quels seraient les goûts que vous aimeriez voir apparaître. Donc les clients commencent à chatter ensemble, à réfléchir ensemble à ces différents goûts. Et ensuite, en fonction de ça, ils choisissent de créer des nouveaux goûts de yaourt. C'est pareil sur les domaines que je connais un peu, sur les jeux vidéo, où on demande aux clients de travailler au développement du jeu vidéo dès le début, puis en alpha test, puis en bêta test. C'est des phases où que certains clients ont accès aux jeux vidéo pour tester les différentes fonctionnalités, les critiquer et aider à les améliorer. Alors, le client prend-il réellement une partie du rôle du vendeur? Euh, Par rapport au vendeur, je réfléchis en même temps, hein. Vous m'auriez dit les hôtesses de caisse, etc. Je vous aurais dit oui sans souci. Par rapport au vendeur, il ne prend pas réellement son rôle, en fait. C'est plus que il acquiert un domaine, un niveau d'expertise qui oblige le vendeur à revoir sa position et à réfléchir à ses pratiques. Quand il existait que le commerce physique, vous alliez par exemple chez Boulanger, vous disiez bon ben ça c'est tel fricot, il est vraiment mieux que celui-là pour telle et telle raison, et vous n'aviez pas de mode de comparaison, si ce n'est après aller chez Darty. Là aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le consommateur, quand il va sur des achats réfléchis comme ça, il utilise de plus en plus son téléphone portable. Et il va montrer le contre-exemple au vendeur. L'autre exemple type, et surtout en commerce multicanal, c'est quand vous allez à la FNAC, vous voulez acheter un livre, vous apercevez qu'il est moins cher sur Internet, le vendeur vous dit non, non, c'est le même prix, en 2 secondes, vous avez la preuve que le vendeur a tort et que vous avez raison. Et donc, sur l'équilibre de la relation et de la négociation, eh bien, ça oblige à revoir les choses. Ce que fait maintenant la FNAC, c'est systématiquement, ils vous disent, je m'aligne sur le prix sur Internet. Donc, il ne prend pas la place, mais ça rebat les cartes en termes de relation client. Dans le développement de nouveaux produits, la part de production du client est-elle également définie? Alors, elle est si définie, c'est de dire il fait que ça, non. Si définie, c'est de dire suivant, en fait, ce qui se passe sur le développement des nouveaux produits, c'est que ça dépend de la catégorie de produit. Quand vous allez être sur des yaourts, comme je le disais tout à l'heure, la participation, c'est sur le goût. Quand vous allez être sur les jeux vidéo, la participation, elle va être beaucoup plus large. Donc, sur la co-innovation, en fait, le rôle du client, il va fortement varier en fonction de la catégorie de produit qui va être évoquée. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Le bénéficiaire, le client bénéficie de bonnes réductions dans le cadre de la co-création. Oui, parfois il peut bénéficier de bonnes réductions, mais alors là, on est plutôt sur la partie co-innovation, okay, que sur la partie où tu réalises tes courses, tu prends les produits dans le caddie, etc. Donc là, il y a une vraie question. Alors ça, c'est compliqué pour vous, je le sais parce que c'est notre verbiage à nous d'enseignants-chercheurs. C'est la différence entre co-création, co-innovation, coproduction, participation. Tout ça, c'est des termes qui sont très différents. Et nous, on parle simplement du rôle du client. On va le faire ça. Ce que je vais proposer peut-être juste un peu pour aérer un petit peu et donner un peu de souffle à Lionel, c'est peut-être juste sortir donc de ce webinaire et explorer juste, Lionel, si tu me permets, ton projet de magasin connecté.
Peut-être après, ça nous laissera comme ça le temps de répondre aux dernières questions. Lionel, est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu donc, du projet de magasin connecté que vous souhaitez développer au sein de l'IUT d'Aix-Marseille et les recherches que tu souhaiterais donc mettre en place dans le cadre de ce magasin connecté? Alors, le magasin connecté, c'est un projet pédagogique, hein, c'est pas un projet recherche. Donc, en fait, l'idée est assez simple. On s'est rendu compte, tout simplement, avec des collègues d'autres départements, donc moi, je suis en technique de commercialisation à Marseille, que les étudiants avaient une vision très fractionnée. Déjà, entre les cours, ils n'arrivaient pas à faire du lien entre les différents cours et qui ne savaient pas du tout ce que les autres étudiants faisaient dans d'autres départements, que ce soit mesure physique, génie électrique, etc. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il pouvait être intéressant de créer un espace dans lequel on faisait un projet entre départements, en faisant travailler des techniques de commercialisation, avec du génie électrique, du réseau et télécom, etc. Et donc, on s'est demandé quel pouvait être le support de ce travail-là. Et on est parti d'une idée bête, c'est créer un magasin. Donc, l'idée est la suivante, hein, c'est pas un magasin marchand où on vendra des produits, c'est un magasin école. Donc, on a obtenu les financements, 100 000 euros de l'université, j'ai récupéré près de 100 000 euros auprès des entreprises, 100 000 euros de l'IUT. Donc, c'est en train d'être développé, de créer en fait un magasin sur le site de Saint-Jérôme dans lequel les étudiants allaient travailler en groupe pour inventer le magasin de demain et développer en fait des techniques et des technologies pour améliorer l'expérience client. Donc cette année, ils ont commencé à travailler dessus, hein. Le magasin est en train d'être... là, on a un architecte avec les plans, etc., pour pouvoir le mettre en place. Donc il n'existe pas encore physiquement, mais il existera physiquement en mars de l'année prochaine. Cette année, les étudiants ont travaillé en groupe de 7 pour concevoir ce magasin et concevoir une technologie à mettre en place dedans. Donc, par exemple, ils ont créé un caddie connecté qui vous suit dans le magasin. Mais le caddie existe vraiment et il vous suit vraiment, donc ils sont allés jusqu'au bout. Donc l'idée, c'était d'arriver à les faire partir d'une problématique qui est une problématique expérience client, relation client, et à travailler en groupe avec des gens complètement différents d'eux pour que sur 6-7 mois, ils arrivent à inventer ce magasin et une technologie à mettre en place dans ce magasin. Donc voilà. Pourquoi ne pas monter un vrai centre commercial? Bah, j'ai pas les moyens en fait, hein. Donc j'aurais bien aimé. Là, avec 300 000 ou 400 000 euros, on va arriver à faire un... Ah, dans un centre commercial, pardon, excusez-moi, j'avais mal lu la question. Tout simplement parce que le montrer dans un vrai centre commercial, ça aurait posé un des soucis d'un point de vue économique avec le bail. Deux, l'idée c'est pas forcément de vendre des produits dedans, hein, c'est de les faire réfléchir à des solutions. Il y aura des produits factices, mais on va rien vraiment commercialiser dedans. Donc le mettre dans le centre commercial, du coup, c'était pas forcément adapté. Et le troisième point, c'est que le fait de l'avoir sur le site de Saint-Jérôme va nous permettre de rapidement amener les technologies dedans et de faire les tests dans les laboratoires scientifiques qu'on a autour. Une question d'Ingrid Raffoni. Comment sont définis les clients experts, sachant qu'ils peuvent avoir une grande influence sur les futurs clients? Alors là, si on prend le cas de Microsoft, ou si je prends le cas du jeu vidéo dont je vous présentais tout à l'heure, les clients experts, c'est des clients qui ont une forte activité sur le jeu ou une forte activité chez Microsoft, sur les forums de Microsoft, et sur lesquels on a vérifié à chaque fois, par exemple chez Microsoft, que les réponses qu'ils donnaient avaient une forte adéquation et correspondaient en fait à ce qu'auraient répondu des gens de chez Microsoft. Donc c'est comme ça qu'on les a identifiés comme experts. Sur le jeu vidéo, c'est assez simple parce que comme c'est un jeu vidéo avec un système compétitif et des classements mondiaux, hein, alors cette industrie, pour vous donner des chiffres, hein, mais le prix sur ce jeu-là, quand vous gagnez le tournoi du monde, je crois que c'est un truc comme 500 000 ou 1 million d'euros. Donc on est sur des chiffres quand même maintenant sur le e-sport qui sont relativement élevés. Et donc les clients qui sont désignés comme experts, ce sont les clients, soit les clients qui ont gagné ce type de tournoi et qui sont fortement impliqués dans la communauté, soit les sites qui ont pignon sur rue sur ce domaine. Oui, tout à fait. Les entreprises viennent parfois à recruter des clients experts. Alors, si c'est recruter, les avoir dans leur rang, oui, ça clairement oui.
de plus en plus sur les secteurs que je connais, hein, comme le secteur du jeu vidéo, il y a des clients qui étaient joueurs et qui, par rapport aux idées qu'ils ont amenées et à l'implication qu'ils ont eue sur certains jeux, ensuite sont devenus membres de l'entreprise. Euh, L'autre point que j'ai oublié d'évoquer, qui est hyper important, c'est que notamment sur ce domaine des jeux vidéo, mais pas que, les clients devenant experts et formant des communautés de plus en plus fortes, le jour où vous perdez cette communauté, vous perdez une grande partie de vos clients. Donc c'est aussi un danger quand les clients migrent de jeu en jeu. Sur les clients experts, un dernier point quand même, quelque part, l'utilisation des influenceurs de plus en plus sur Internet, ça va un petit peu dans ce sens-là, quoi. Parce que la notion d'expert, ça revient à la question intéressante qui était posée tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on décrète que c'est un expert? Soit c'est l'entreprise qui décrète que c'est un expert pour telle et telle raison, soit ce sont les autres consommateurs qui vont lui donner son statut d'expert, et c'est le cas dans les influenceurs. Pourquoi je suis cette personne qui s'habille de telle manière? Parce que j'y reconnais une légitimité. On s'approche lentement de la fin, il est 54. Euh, Lionel, est-ce que je peux me permettre juste de demander ton avis sur, là tu as sans doute en face de toi ou, des enseignants effectivement qui forment au métier de la relation client, soit en CAP, en baccalauréat professionnel, en BTS, voire au-delà. Et sur quoi insister finalement au regard de ce que tu viens de nous dire voilà, est-ce que Ah, tu aurais des conseils? ouais, mais j'ai une déformation professionnelle, hein, parce que, parce que je suis aussi directeur adjoint de l'unité. Donc, la première chose sur laquelle j'insisterai, alors ça va aller avec ce qu'a mis Mohamed, la communication, mais la communication dans deux sens. Un, la communication écrite, l'orthographe. Alors ça vous paraît peut-être basique, hein, mais c'est pas possible quand on envoie des étudiants en stage, en alternance, etc., qui font une publication sur le site de l'entreprise et qu'il y a 10 fautes d'orthographe. C'est juste pas possible. Donc l'orthographe, moi, ça paraît être quelque chose de central. Donc ça, c'est la communication écrite. Et puis après, il y a la communication orale. Le fait de connaître les codes, les us et coutumes, de savoir se comporter en interpersonnel, ça me paraît central. Donc ça, pour moi, c'est la base. À partir de cette base, on peut faire plein de choses. Mais si cette base n'est pas là, ça me semble compliqué. Je suis désolé d'être assez basique et de faire peut-être l'enseignant Troisième République, mais ça me paraît être les conditions nécessaires. Et après, évidemment, il y a toutes les autres qualités, les soft skills qui viennent habituellement, le fait d'être capable de s'adapter, d'écouter, etc. Mais les premiers qui me viennent en tête, peut-être en contraste avec ce que sont nos étudiants aujourd'hui, c'est l'orthographe et la communication interpersonnelle. Bien, merci beaucoup. Est-ce que on a vu aussi peut-être une dernière remarque. On a vu notamment à Paris les Galeries Lafayette qui ont transformé considérablement en fait dans le recrutement. Ils ont cherché justement des personnels des personnes qui ont été formées davantage, je dirais, à la connaissance des clients de manière à pouvoir interagir avec eux directement, soit en physique, soit en digital, via le digital. Et c'est vrai que cette approche-là de la connaissance fine du client était relativement, je dirais, innovante. Est-ce que tu as pu voir aussi ce type de pratique se développer? Alors, ce type de pratique, moi j'y fais attention. Enfin, j'y fais attention pour plein de raisons. Un, ça vient d'être dit, cela a un coût également. Alors, je ne sais pas si c'était en réflexion sur enfin, le fait de rebondir sur les influenceurs, mais cette connaissance fine du client, ça marche bien quand finalement on est dans une approche qui est une approche un petit peu d'écrémage avec une politique de marque assez forte, une différenciation, ça marchera bien chez Chanel, chez Nespresso, ça marchera très bien, etc. Dès qu'on est sur de la massification, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça a un vrai coût en termes de gestion et puis on a beaucoup plus de clients. Le deuxième point qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, le client, on l'a invoqué un petit peu en filigrane, il a
de plus en plus peur sur sa vie personnelle et sur les données qu'on peut avoir sur sa vie personnelle. Donc il faut faire attention à avoir une connaissance fine du client, mais de ne pas rentrer dans sa sphère intime, parce que sinon, on risque d'avoir un effet backlash qui va être important. Donc la question, c'est où est-ce que je peux m'arrêter? Dire à un client, comme ils font chez Nespresso, la dernière fois, vous avez commandé 3 paquets de Livanto, donc on vous fait tester le Livanto décaféiné, oui, c'est malin. Dire à un client, on a constaté que vous êtes marié, vous avez X enfants, donc c'est ce type de produit qui vous correspond le plus, ça commence à devenir compliqué. Donc il faut faire attention aux données qu'on utilise et ça va être tout l'enjeu du passage des big data aux smart data, à savoir quelles données utiliser et comment des données peuvent créer de la valeur plutôt que d'en détruire. La dernière question, elle est très bonne, mais en fait, si je voulais faire un peu de provocation, même si je l'enseigne encore dans mes cours de CRM, hein, si on voulait aller, et ça rebondit sur ce qu'on vient de dire, sur la situation actuelle, on devrait abandonner la segmentation. C'est-à-dire que la segmentation, vu le nombre de données qu'on a, on est sur du one-to-one et sur de la relation client à client. Alors évidemment, ce que je dis, c'est un peu provocateur, hein, et toutes les entreprises ne sont pas faites pour ça, mais la tendance, c'est ça. Dans une typologie client 2.0 ou 4.0, ce qu'on va rajouter, déjà, enfin, si je reprends les trucs classiques, bon, celles que vous connaissez tous de segmentation, c'est RFM, présence, fréquence, montant. À ces trucs-là, quand est arrivé le CRM au début des années 2000, on a rajouté des données comme la fidélité. Est-ce que le client il a un potentiel de départ important ou pas? On a commencé à regarder aussi la valeur future du client. Tiens, cet étudiant-là, il est à HEC, donc j'y fais un prêt à taux zéro. Celui-là, il est en DUT, donc j'y fais un prêt à 5% pour financer ses études. Donc ça, c'était la partie CRM. Aujourd'hui, ce qu'on rajoute à la digitalisation, c'est toute l'histoire des parcours clients et des points de contact client. Comment est-ce qu'on communique avec notre client? Est-ce que mon client il préfère utiliser son smartphone, son ordinateur, le magasin physique, etc. Donc ce qu'on va étudier, c'est tous ces points de contact qui vont venir enrichir la segmentation client et développer les approches classiques qu'on a. Et donc nous, on a des outils pour travailler ça. Enfin, moi, je le fais en cours en deuxième année de DUT, mais tout ce qui est parcours client, on a des grilles de lecture en fait pour travailler sur ces parcours clients qui permettent de segmenter du coup. Écoute, je pense qu'on arrive au terme du webinaire. Est-ce que Lionel, tu veux rajouter une dernière phrase ou est-ce que c'est maintenant Bah, j'espère que je vous ai pas trop fatigué parce que c'est toujours compliqué pour un enseignant-chercheur de tout simplement de ne pas être trop abstrait et puis d'arriver à vous donner un petit peu la vision et ce sur quoi on travaille, hein. J'ai essayé d'être assez pratique et de ne pas partir trop dans mes recherches et de faire un peu une synthèse. Donc voilà, l'important, c'est que bah, le campus vive et puis qu'on arrive à échanger à travers ça. Le jour où le magasin sera en place, l'idée c'est aussi que ce soit ouvert au lycée, notamment, j'en avais discuté avec Denis. Donc nous, on va faire des cours de merchandising aussi dans le magasin. Donc une fois qu'il sera opérationnel, n'hésitez pas à nous contacter pour voir ce qu'on pourra en faire tous ensemble. bon, je peux te rassurer, je pense pas que tu aies été totalement abstrait. Au contraire, tu nous as nourri effectivement d'illustrations et de cas très précis. Et en cela, on te remercie beaucoup. Donc, je vois effectivement que c'est partagé. Je vais clore le webinaire. Je remercie l'ensemble des participants et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir.